Bonjour, aujourd'hui Numismag reçoit Florian Cagny, expert auprès de la maison MDC Monaco, un des leaders actuels de vente sur offre en matière de numismatique. Alors Florian travaille pour MDC Monaco depuis le début de l'année 2023 en qualité d'expert billet. Et donc tout de suite, je vous propose de découvrir qui il est, quels sont ses centres d'intérêt, et puis au-delà de ça, nous essaierons de voir avec lui quelles sont les perspectives de la billetophilie dans le monde de la collection numismatique. Alors Florian, bonjour, quel est votre parcours universitaire? Bonjour Fabrice, déjà merci beaucoup pour l'invitation. Donc mon parcours universitaire est assez classique, hein. J'ai commencé par un bac économique et social en fait à Strasbourg, puis je me suis dirigé vers des études supérieures plutôt orientées vers la comptabilité et la finance, puisque j'ai fait donc un DUT GEA, puis j'ai enchaîné avec une licence en alternance en diplôme comptabilité gestion, et j'ai ensuite effectué un master toujours en alternance, toujours dans la comptabilité et la gestion sur Strasbourg. Quel est votre parcours professionnel? Alors, mon parcours professionnel, en fait, dès mon parcours supérieur, donc après mon baccalauréat, on va dire que j'ai fait le choix d'avoir immédiatement un pied en entreprise, justement, en optant pour l'alternance, pour savoir justement si les études que j'avais choisies étaient finalement le bon choix. Donc, j'ai eu une première expérience en tant qu'auditeur junior et assistant juridique dans un cabinet régional, donc où j'ai effectué ma licence, qui m'a ensuite permis de rebondir pour atterrir chez Mazars, toujours à Strasbourg, où j'ai travaillé pendant 3 ans. Et donc je suis sur Paris en fait depuis 2014, où j'avais demandé ma mutation, où j'ai effectué encore 8 ans d'audit financier, toujours chez Mazars, et en ayant fait un passage rapide dans une filiale de la Société Générale, on va dire un petit peu pour faire une pause au milieu de ces années d'audit financier. Et par ailleurs, en même temps, au cours de l'année 2022, c'est vrai que j'ai été sollicité, donc ça a été un peu mon premier pas, on va dire, dans la numismatique, puisque j'ai été sollicité par Katawiki en tant qu'expert billets de banque, donc pour les aider ponctuellement sur de l'estimation et l'organisation de ventes chez eux. Et puis, on arrive effectivement, comme vous l'avez dit en introduction, en janvier 2023. J'ai fait le pari effectivement d'arrêter ma carrière d'auditeur financier et pouvoir vivre de ma passion pour les billets de banque. Et donc j'ai été embauché effectivement par MDC en janvier 2023, et j'en profite pour remercier vivement le fondateur de MDC, M. Gimbert, qui m'a fait confiance et qui m'a donné cette chance de réaliser ce rêve en intégrant MDC en tant qu'expert de billets de banque anciens. Quel est l'événement ou la personne qui est à l'origine de votre intérêt pour la numismatique? Alors, on va dire qu'il y a deux personnes qui ont marqué finalement mon début et comment je suis tombé effectivement dans la collection. La première personne, donc c'est mon grand-père maternel, donc qui m'a acheté mon premier billet de banque. Mon premier billet de banque à la bourse numismatique de Strasbourg en février 1999, donc ça remonte un petit peu. Il était lui-même collectionneur et philatéliste, mais également mon père qui avait lui-même une collection de billets de banque d'Iran, qui m'a transmis aussi cette passion pour les billets de banque dès mon plus jeune âge. En tant que spécialiste de la billetophilie iranienne, quelles sont les principales périodes de sélection de cette collection selon vous? Alors, pour la billetophilie iranienne, pour moi, il y a 3 grandes périodes, si on ne parle pas effectivement des billets plus modernes, hein, on va dire post-révolution, donc à partir de 1979. La première période, c'est plutôt donc les billets de la dynastie Qajar Shah, donc sur la période, on va dire, de 1900 à 1929, dont le dernier régnant est Ahmad Qajar Shah. Mais sur les billets, on va dire, de cette série, on peut voir le portrait de Nasser al-Din Shah Qajar, qui est représenté sur tous les billets
allant du 1 Touman au 1000 Touman avec 2 émissions différentes. Ensuite, la deuxième période est le début en fait de la dynastie Pahlavi, donc avec le roi Reza Shah Pahlavi. Donc c'est des billets, là on arrive aux billets des années 1930, donc sur une période assez courte, toujours aussi avec 2 émissions, en allant du 5 rials au 1000 rials. Ce que je peux dire juste sur ces 2 périodes, c'est que c'est effectivement des billets qui sont quand même assez difficiles, voire pour certains même extrêmement rares pour les billets de la dynastie Qajar, et qu'on trouve rarement et avec des prix effectivement très élevés quand on en voit lors d'une vente aux enchères. Et la dernière période qu'on peut évoquer, donc c'est les billets du fils héritier de Reza Shah, donc c'est Mohammad Reza Shah Pahlavi, qui est effectivement, donc, on appelle souvent effectivement le Shah d'Iran, où là effectivement il y a beaucoup plus d'émissions. On le voit effectivement toujours représenté sur les billets du plus jeune âge jusqu'à effectivement la fin de son règne en 1979. Et là, voilà, c'est des billets qui sont plus abordables et avec voilà une grande variété d'émissions. Donc c'est effectivement plutôt ces billets-là qu'on retrouve effectivement dans les collections aujourd'hui. Les billets sur lesquels figure Mohammad Reza Shah Pahlavi sont assez populaires auprès des collectionneurs. Alors oui, effectivement, on constate au cours des dernières années, les billets d'Iran et effectivement avec Reza Shah Pahlavi sont très recherchés. C'est aussi peut-être parce que c'est le dernier roi d'Iran, qu'on appelle aussi Shah en farsi. C'est le second monarque de la dynastie Pahlavi, pour rappel, et il a régné pendant près de 40 ans. Donc effectivement, il reste assez populaire et assez connu effectivement du point de vue des collectionneurs. Et selon vous, quelle est la raison de cet engouement ? Alors, bon, il peut y avoir plusieurs raisons. L'Iran, c'est vrai, anciennement la Perse est un pays avec une histoire riche, des sites archéologiques, des villes avec beaucoup d'histoire, des musées ou des palais du Shah qui font que c'est effectivement un pays assez intéressant et recherché. On note aussi, c'est non négligeable, que effectivement l'Iran est sous embargo depuis effectivement près de 40 ans. Donc on retrouve par exemple on retrouve pas de billets d'Iran par exemple sur eBay si on souhaite effectivement en acquérir. Donc déjà il y a une raréfaction effectivement des billets d'Iran sur les plateformes sur internet. Donc on va uniquement les retrouver lors de ventes aux enchères. Donc déjà ça fait aussi effectivement un intérêt, comme peut-être des billets de Corée du Nord ou de pays voilà assez éloignés et fermés. Et puis la raison effectivement de l'engouement, c'est qu'il y a eu beaucoup d'immigration à la suite de la révolution en 1979. Donc on a des gens effectivement qui sont effectivement déplacés ou immigrés, que ce soit en Amérique du Nord ou en Europe. Souvent des personnes effectivement, je dirais aussi, qui ont fait des études supérieures, ou assez cultivées. Donc forcément des personnes qui se transforment rapidement en investisseurs ou en collectionneurs, soucieux justement de conserver une part de leur histoire ou de leur patrimoine et peut-être de transmettre cela à leurs enfants. Voilà. Quel est selon vous le portrait type du collectionneur de billets ? Alors, c'est vrai qu'il est difficile de faire un profil type du collectionneur. Je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un noyau dur de collectionneurs, soit peut-être en France ou même à l'international, dans une tranche d'âge de 40-50 ans. Mais on voit de plus en plus un peu plus jeunes collectionneurs, peut-être un peu comme moi, voilà, qui ont la trentaine, voire même une nouvelle génération de collectionneurs très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou YouTube, à faire des vidéos. Donc c'est vraiment des jeunes collectionneurs, j'en ai rencontré plusieurs qui ont peut-être 25 ans et qu'on voit également sur des bourses, que ce soit en France et à l'international. Donc
Pour moi, je suis très optimiste pour justement l'avenir de la collection parce qu'il y a une vraie relève de jeunes collectionneurs qui arrivent, qui sont très motivés et surtout très connectés, contrairement peut-être à voilà, sans être négatif ou péjoratif, à une plus vieille génération qui était voilà, très catalogue ou papier. On a une génération, voilà, un nouveau spectre de collectionneurs très dynamique et très connecté aujourd'hui. Selon vous, une collection de billets peut-elle constituer un investissement ? Alors, évidemment, pour moi, comme je suis resté effectivement un petit peu collectionneur, je pense même d'ailleurs que c'est un très bon placement sur le moyen terme, long terme. Je considère effectivement que la numismatique, de manière générale, que ce soit les monnaies ou les billets de banque, est vraiment effectivement sur le top 3 des investissements à prendre en compte, au même titre que les œuvres d'art ou les montres de luxe, selon moi. Et on voit effectivement, alors il y aurait énormément d'exemples à citer ou à évoquer, ensemble, mais moi j'en ai un seul sur un billet très moderne par exemple qui est le 1 trillion de dollars du Zimbabwe, donc qui est un billet de banque très récent puisqu'il date de 2008 et qu'on pouvait trouver à sa date d'émission peut-être pour 1 ou 2 dollars et qui est monté aujourd'hui à des prix aux alentours voilà, de 150-200 euros environ. Donc on voit un ratio voilà, de fois 150, fois 200, il est difficile de trouver aujourd'hui un placement aussi rentable que voilà, certains billets de banque, je pense. Dans le prolongement de cette question, quel peut être selon vous le rôle du grading ? Alors peut-être rappeler au préalable, qu'est-ce que le grading ? Oui, tout à fait. Alors effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc pour rappel, le grading, ça consiste à faire expertiser un billet de banque ou une monnaie voilà, par une société en fait tierce. Donc on peut en citer effectivement deux majeurs au niveau mondial qui sont aujourd'hui PMG et PCGS. Enfin, PMG pour les billets de banque et NGC pour les monnaies. Et peut-être voilà, ne pas oublier aussi, en étant effectivement un petit peu chauvin, un acteur aussi français avec la société Génie. Et voilà, on pourrait effectivement dire un petit cocorico pour cette société à soutenir et qui effectue aujourd'hui le grading, alors uniquement de monnaie, que ce soit française ou monnaie du monde, mais peut-être un jour aussi des billets de banque et pour venir concurrencer PMG ou PCGS, qui sait. Et ensuite, voilà, donc le rôle du grading, en fait, pour moi, aujourd'hui, c'est vraiment d'apporter, lors d'une vente aux enchères, justement, où les personnes ne peuvent pas forcément se déplacer, c'est permettre effectivement de la sécurité, avant toute chose, je dirais, de la fiabilité, et surtout voilà, garantir à l'acheteur que l'objet qu'il va acheter a une note, donc sachant que les notes, voilà, c'est une échelle effectivement internationale qui vont généralement d'une note de 6 à 8 pour un billet de banque dans un état B, donc avec des manques, des déchirures, parfois des restaurations, jusqu'à la note 70 qui est la note maximale, donc c'est pour un billet parfaitement neuf où les marges sont parfaitement équivalentes d'un côté ou de l'autre. Et je pense effectivement que le grading a voilà, un rôle finalement vraiment pour rassurer l'acheteur, mais aussi pour protéger l'objet effectivement dans le temps, puisque le papier, c'est très fragile. Donc l'idée effectivement d'avoir un billet qui est on pourrait dire enfermé dans cette pochette plastique, c'est aussi pouvoir le manipuler en toute sécurité, le montrer à d'autres collectionneurs, voilà, sans risquer de l'abîmer ou de l'endommager en le sortant ou en le manipulant. Est-ce qu'il est souhaitable que le grading dans ces conditions se généralise ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'expert pour une maison de vente aux enchères reconnu et présent de manière internationale, qu'on est vraiment effectivement à un tournant et on remarque, et ça se voit également
dans le nombre d'objets qui sont présentés lors de ventes aux enchères que le grading est devenu monnaie courante aujourd'hui. Donc on le voit effectivement dans les ventes aux enchères, on le voit même lors de bourses numismatiques en France ou à l'international. De plus en plus de professionnels proposent des billets de banque gradés. Je pense surtout que c'est effectivement pour avoir essayé d'avoir une vision similaire d'un marchand à un autre pour éviter des discussions ou des contestations sur un état. Parce qu'effectivement, si on prenait un exemple, on prenait un billet, on pourrait faire un échantillon de 10 marchands. Je pense que les 10 marchands n'auraient pas la même position sur le billet. Et on pourrait même avoir peut-être des écarts même assez importants d'un marchand à un autre. Donc vraiment, ça permet de garantir un état de conservation pour moi, à l'acheteur. Et peut-être pour les opposants au grading qui vont justement dire oui, mais on peut voir des billets qui sont gradés, la personne pense que l'État est différent, ou qu'ils ont été trop généreux ou trop stricts. C'est vrai qu'aucun système en fait aujourd'hui n'est parfait. Donc il est difficile effectivement toujours d'être toujours d'accord peut-être avec le grading qui a été rendu par la société, mais c'est là où en tant qu'expert d'une maison de vente aux enchères, notre esprit critique et notre jugement, on va dire, est justement essentiel pour parfois apporter aussi notre position à la baisse ou à la hausse si on considère que la société de grading a pu être trop stricte, ou trop généreuse. Florian, pour finir, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du marché du billet de collection ? Alors, de nature, je suis plutôt optimiste, donc je pense que l'avenir de la billetophilie, que ce soit en France ou à l'international, semble très clair pour moi et a vraiment de belles années devant elle. Si on devait regarder l'avenir des collectionneurs ou de la collection de manière générale. Et pour moi, justement, on va dire que l'avenir est plutôt rose, puisque ça se traduit par une évolution, on va dire globale des prix des billets de banque, que ce soit au niveau national ou international. On voit même des hausses parfois significatives ou même très importantes, on pourrait dire, sur certains billets de banque, comme les billets à l'effigie de la reine Elisabeth II, qui ont beaucoup monté là au cours des dernières années, jusqu'à son décès. Et même encore aujourd'hui, après sa mort, les billets sont toujours très recherchés et certains types atteignent vraiment des prix d'amateurs et des prix très élevés lors de ventes aux enchères. Et on voit effectivement que le marché sur l'année 2023 a été particulièrement riche et dynamique en termes de ventes aux enchères. Il y a eu des ventes vraiment exceptionnelles, et pas uniquement que chez MDC, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Allemagne. Il y a eu des très belles ventes. Et pour finir, moi je considère effectivement que acheter des billets de banque aujourd'hui, c'est un très bon placement. C'est vraiment, il faut avoir confiance en l'avenir. Et ce que je pourrais donner effectivement comme conseil pour être sûr de bien acheter, c'est toujours effectivement de rechercher des billets neufs pour les billets modernes ou récents, c'est-à-dire après 1980-1990. Toujours essayer d'acheter un billet neuf ou dans la plus belle qualité possible en tout cas. Et pour les billets les plus anciens, peut-être avant 1950, essayez toujours de trouver un billet le plus présentable possible, sans manque et on va dire sans coupure ou sans déchirure importante, qui soit vraiment présentable. Mais le plus important, j'ai envie de dire, c'est essayer toujours de collectionner avec passion, se faire plaisir. Il y a des achats qui sont parfois réfléchis et raisonnés, mais il faut aussi se faire plaisir en ayant des achats aussi parfois coup de cœur sur certains billets,
c'est important et parfois on peut avoir effectivement de bonnes surprises avec du recul sur certains achats. Voilà. Florian Cagny, merci.